people are fascinated by robots. It's kind of man creating life in his own image. It's also a legalized, conscionable form of slavery. I do not like it. I also think it's the flashing lights. It's like eye candy. On voit qu'après la guerre, les Japonais sont omnubilés par l'atome parce qu'ils ont eu 2 bombes atomiques. It's a vision of the future, and it's a hopeful future. 本当に一番最初のブリキのロボットですね。ゴジラ映画が流行った時に考えられたおもちゃだと思うんですよ。He's a robot. Without you, what could he do? There's no limit to what he could do. Nous avons encore He could destroy the Earth. cette vieille peur. Le robot, si on le laisse un peu trop venir parmi nous, peut-être va-t-il vouloir prendre notre place. At your service. 小さい頃遊んでたブリキのね、ロボットのおもちゃとまさか自分がこういうその頃空想の世界でしかないものをその現実の世界で作り上げたっていうのは嬉しいって言いますかね。Le jouet robot ne se limite pas à une boîte en fer blanc munie d'un mécanisme simple et peint de couleurs vives. C'est un jouet qui fait appel à la formidable culture de la science-fiction, une culture où sont projetés les rêves et les peurs de l'humanité. Pour raconter cet objet, il nous faut voyager aussi bien dans l'histoire et la littérature que le cinéma et les sciences. Il nous faut rencontrer des chercheurs qui sont restés de grands enfants, des collectionneurs qui se rêvent scientifiques, des cinéphiles qui s'imaginent visionnaires. Cette histoire pourrait commencer à 6 h du matin, un dimanche, à Paris. Il est neuf en boîte et il a son antenne d'origine, ce qui est rarissime en fait. L'antenne d'origine est très fragile. Voilà. Donc ceci est très très rare. Donc c'est pour ça que ça fait... Puis le succès, c'est que c'est sa couleur aussi. Hein. Il a une superbe couleur. Sa boîte est en parfait état. La boîte est hyper rare. Hein. En général, la boîte double souvent la valeur d'un jouet. Non, celui-là est assez courant, celui-là est beaucoup plus rare. Voilà. J'ai acheté un petit jouet, un robot des années 60 japonais. Ça, c'est des jouets en fait qui ont été vendus par des distributeurs américains. Et voilà un petit robot aussi, très cool des années 60. J'achète ici tout ce qui est made in Japan pour le vendre en japonais. Parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui cherchent à retrouver leurs souvenirs d'enfance, mais ils ont du mal parce qu'ils ont tout jeté. Ça. Et la boîte est belle, hein. D'état en plus. Le premier robot japonais est quand même d'avant-guerre, il faut voir, hein. C'est vraiment très beau. Hein. Là, si vous replacez ça dans les années 40 jusqu'à 55, c'est très en avance pour son temps. Hein. Les Japonais ont fait vraiment les premiers jouets à pile, puisqu'avant ça, c'était surtout des jouets mécaniques ou à friction ou à remonter, donc à clé. C'est les Allemands qui étaient leaders dans le marché. Et eux ont vraiment révolutionné le marché avec justement ces jouets qui fonctionnaient avec des batteries, qui fumaient, qui faisaient des lumières dans tous les sens. Et c'est ça en fait qui a fait la force du Japon en ce qui concerne le marché du jouet. Le Japon est au cœur de l'histoire du jouet robot. C'est là qu'après la Seconde Guerre mondiale, ont été fabriqués pour les États-Unis des milliers de jouets dérivés de l'imaginaire des films ou encore des rêves suscités par la conquête de l'espace. Lorsqu'il s'agit de raconter l'histoire des jouets au Japon, personne n'égale Monsieur Kitahara, expert mondialement reconnu dans le domaine des jouets. ドイツやアメリカやイギリス、フランスでそういう国のおもちゃを見よう見まねで作ったおもちゃがこの辺のおもちゃですね。第一次世界大戦が起こって人件費が安いでそして円が安いそれで手先が器用だとみんな日本に注文が来たわけですよ。それで作ったおもちゃがこの1930年代ぐらいまで1930年のおもちゃですね。ここのおもちゃはメイドインオキュパイドジャパンというね占領下の日本製これは第二次世界大戦が終わって日本が敗戦国になってこの辺のおもちゃはその米軍の放出した空き缶だとかを再利用してそのおもちゃを作ってこれを輸出して日本は外貨を獲得、おもちゃとブリキのおもちゃブリキという素材、金属で、一番なんか似合うのは車だとか、飛行機だとか
そしてねこのロボットというおもちゃもこれもね特筆すべき特に1950年代60年代 Monsieur Kitahara possède une multitude de robots qu'il stocke dans ses entrepôts. Nous partirons à leur recherche un peu plus tard. たくさん、日本のブリキのおもちゃっていうのは全盛期ですね1950年から60年代にかけては工場ですね物を作ってた工場は関連工場を含めると100以上あったと思います。その工場はまたその一軒の工場ではこのおもちゃは作れないのでいろんな部品ですね中のギアとかゴムの製品とか、プレスとかピラミッド型にこう構成されていてでちっちゃな部品を作る工場がたくさんあってその上にそれを組み立てる工場があってでそれを製品化する工場があってでそれを問屋さんあるいは要するに商社に売っていたという要するにおもちゃにマークがついている会社ですね。それらが皆自分のデザインでいろんなものを作って競い合って、おもちゃの世界を広めてた。1965年ぐらいになればこういうキャラクターのものがどんどん増えてきました。というのはテレビでアニメーションしてアニメーションでそのキャラクターを売っていってそのおもちゃメーカーと一緒になってそのおもちゃを売っていくみたいなねそういう今まではそのおもちゃの独自のその魅力でおもちゃを売っていたのがキャラクターの魅力でおもちゃを売るようになってきたそういうおもちゃの売り方の変化も出てきたんですよね。でそれとプラスチックの材料の変化っていうかそういうのがこうちょうど70年代ぐらいにこう変わってきたそう変わり目なんですよね。変わり目のスタートがこういう鉄人28号とか鉄腕アトムのおもちゃそれが最終的なブリキのおもちゃの歴史のこの終わりぐらいにできたっていうことなんですよね。それ以降はソフトビニールの人形とかプラスチックとか超合金とかに変わっていってブリキのおもちゃのその時代はそこで大体終わってしまうというそういうことなんですよ。Le développement des robots au Japon serait donc lié à la culture des bandes dessinées manga et à leur exploitation en dessins animés diffusés à la télé. À la source de cet art, Tezuka Osamu et son légendaire Astro Boy, premier manga à succès des années 50. 日本というのは敗戦国で、戦争が終わった時に、全ての文化が一回なくなりました。その時点でまた新しく始める必要があったんですが漫画というのは非常に簡単に作れる文化です。紙とペンがあれば、才能がある人がすぐ描くことができる。その中で、まず私の父親である手塚治虫が非常に新しい感性を持った漫画をたくさん描いたんですね。アストロボーイは日本で一番最初にテレビで放送されたアニメーションなんです。それが61年に日本で最初にアニメーションになったのです。でその時にスポンサーはお菓子屋さんやおもちゃ屋さんがスポンサーになります。そしてたくさんのマーチャンダイジングをそこで作ったんですね。それが日本の、ロボットのアニメーションの最初のマーチャンダイジングなんです。Le lien existant entre bande dessinée, produits dérivés et succès des robots est évident chez Bandai, énorme producteur de jouets japonais, père du Tamagotchi, des Pokémon, Gundam et autres Power Rangers. こちらの鉄腕アトムですね。こちらが1964年に初めてキャラクターのおもちゃとしてこのリモコン付きで登場しまして、これが大ヒットしたという非常にシンプルな、今でいうとこのロボットの原型ですね。これが1973年になります。今度は超合金というもうちっちゃいんですけども非常に重いがこう間違えたパンチもう一回やりますね。パンチ
ロケットパンチでこちらは1980年ぐらいのサンバルカンというロボット、同じようなギミックもついています。あとは外れるのかな、これ合体もするんですけど、ちょっとごめんなさい、もう外れないですね。でこれはちょっとそういうものとして、そのままこれが一番今年2004年やっているデカレンジャーになります。光る光らないどんどん時代の流れとともにこういった LED ですとかギミックがPower Rangers Force Cyclone. Les figurines Power Rangers se transforment à volonté en sorts ou en armes. Elles sont multi-transformables et multi-combats. À toi de jouer. 男の子はやっぱ基本的に変わらないと思うんですよ。時代とともにデザインとかは洗練されていってるとは思うんですけども、ギミックも非常に多様になってるとは思うんですけども、やっぱり一つヒーローになりたい、強くなりたいみたいな感覚は一緒。Un jouet doit avoir trois qualités. Il doit être simple, peu figuratif et non mécanique. Exactement l'anti-robot, quoi. Puisque simple, c'est pas simple, un robot, ça a des fonctions. Peu figuratif, c'est hyper figuratif. Et non mécanique, et c'est essentiellement mécanique. C'est dans le développement de l'enfant et en quoi l'enfant se porte sur l'objet joué, pour se séparer de la relation avec sa mère, de son père, de sa grand-mère. L'objet est intermédiaire, il est transition, objet transitionnel, entre dans le fond la relation avec les humains et le jeu. Les garçons et les filles partent à la conquête de leur sexe grâce aux jouets. Et c'est vrai que vers 4 ou 5 ans, l'identification sexuée est représentée par le jeu et les jouets. Et quand je dis 4-5 ans, c'est qu'à partir de 4 ans, on est à la phase des scénarios, on invente, on joue à plusieurs. Au début, on joue seul. Le jouet est support du jeu qui va nous permettre de jouer de manière sexuée. Le robot va effectuer des gestes, des moments que le petit garçon ne peut pas réaliser. Le robot, c'est propulser une force, un pouvoir qu'on n'a pas. C'est le robot, quand je serai grand, je serai un robot. Le DX Megazord Force Cyclone, un robot qui déclenche des tempêtes et propulse des sphères d'une puissance phénoménale. Le DX Isis Megazord, un robot géant qui pousse des cris redoutables et possède une panoplie d'armes super puissantes. Un robot au pouvoir exceptionnel. Un avion lance-missile qui se transforme en robot, monstre d'acier. Il tire réellement des missiles et attaque l'ennemi. Une puissance de feu incroyable. Mission accomplie. Mission accomplie. Le jouet robot s'appuie sur l'imaginaire initié par la science. Le mythe du robot tout-puissant puise ses racines dans les avancées technologiques, mais aussi et surtout dans les rêves des auteurs de science-fiction. En 1920, l'auteur tchèque Karel Čapek écrit un drame utopiste, l'histoire d'un ingénieur qui invente une machine capable de remplacer l'homme dans l'exécution des tâches pénibles. Ces androïdes se rebellent contre leurs géniteurs et exterminent l'espèce humaine. Pour nommer ces créatures, Čapek crée un nouveau mot à partir du mot tchèque robota, signifiant travail forcé. C'est ainsi qu'est né le mot robot. Dieu a créé l'homme à son image. À partir du moment où l'homme crée une machine à son image, c'est le docteur Frankenstein, il se prend pour Dieu. Normalement, selon les religions occidentales, il doit être puni. Quand on regarde l'image du robot dans la littérature ou des créatures artificielles dans la littérature, on va s'apercevoir qu'il y a finalement un petit peu toujours le même genre d'histoire qui est redite. Et c'est quelque chose qu'on peut remonter aux bases même de notre civilisation, à la manière dont le dieu de la Genèse s'y prend pour créer Adam. Il va d'abord employer une technique qui est une technique humaine, qui est la céramique, et puis il va l'animer ensuite avec une technique divine. Et donc cette espèce de création en deux temps, une technique humaine et une technique divine, elle est assez intéressante quand on la compare à la manière dont l'homme se comprend peut-être par rapport aux machines qu'il construit. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on voit dans ce motif, c'est le fait qu'à un moment donné dans son histoire, l'homme va considérer qu'il est une machine la plus sophistiquée de son époque, plus quelque chose qui justement il n'est pas capable de construire, qui constitue la technique divine.
On est en plein siècle des Lumières et à ce moment-là, eh bien, on va les réaliser, les automates. Il y a un personnage central quand même dans toute cette histoire, c'est Jacques Vaucanson. Vaucanson, en son temps, a été l'homme des automates. L'automate, à mon avis, qui est le plus intéressant, c'est le joueur de flûte. Il joue de la flûte traversière avec son souffle et avec ses doigts. Cela veut dire que Vaucanson, pour créer son androïde, a d'abord appris à jouer de la flûte. Ce qu'on voit, c'est que le travail du créateur d'automates consiste d'abord à analyser complètement les gestes et de décomposer ces mouvements, ces gestes en éléments premiers. Vaucanson, lorsque on va lui demander d'être inspecteur des manufactures dans les années 1750, eh bien, il va mettre à profit son savoir-faire de constructeur d'automates pour réaliser les premières machines automatiques. Si on essayait de rassembler cette aventure de l'automate, je dirais d'abord, effectivement, il est dans la tête, c'est un rêve. Il se concrétise surtout, je crois, au siècle des Lumières, où il a forme humaine. Au XIXe siècle, il va s'éclater. C'est-à-dire qu'on va en trouver l'aspect gestuel dans les usines, ce seront les machines-outils, puis les automates programmables. Tous les éléments sont là, mais il faudra attendre encore le XXe siècle pour voir se recomposer cet ensemble avec de nouveau des androïdes. Et on va retrouver finalement cette unité que l'on avait dans le mythe primitif et que l'on avait perdue avec l'ère industrielle. Ces machines, douées d'intelligence et de volonté, qui agrippent, déplacent, usinent, contrôlent, ont évincé l'homme. Autour de ce monstre fascinant de puissance et de volonté, il n'y a plus rien qu'un monde de métal. Les voici, eux, les servants du monstre. Ils savent que la machine n'est pas intelligente, qu'elle n'a de volonté que celle des réflexes que l'homme lui a donnés. Pourtant, c'est ainsi que la plupart du temps, la presse à grand tirage présente l'automatisation du travail. Il faut reconnaître que c'est facile et que ces installations se prêtent à une mise en scène impressionnante. Le robot est donc devenu une réalité. Ancré dans notre quotidien, il peut devenir une menace. Le poing de Magnus, dur comme l'acier, atteint le robot au point le plus vulnérable. Poussez-vous, les enfants! Émeute! Un humain attaque! Oh, 56 G détruit! Robot anti-émeute! Il a vaincu les Paul Rob de ses mains nues. Qui êtes-vous? Magnus. Nous sommes dans l'incroyable métropole de Nordham, dans les années 4000. Magnus est le seul à pouvoir s'opposer à la destruction de la race humaine par les robots créés par l'homme, Laissez-moi, machine. mais corrompus. Laissez-moi. Nous avons nos ordres. Vous devez venir avec nous. Lorsque Pygmalion a donné vie à sa statue, devenant ainsi l'ancêtre des créateurs de robots ou d'androïdes, il a fondé avec elle une véritable dynastie. L'être artificiel n'inspirait pas alors la crainte et l'inquiétude qu'on peut ressentir aujourd'hui. Des monstres de métal. C'est notre peur de la machine qui remonte. On a créé la machine il n'y a pas longtemps, hein. C'est le 19e siècle. La cybernétique, l'informatique, ça date de la guerre de 40-45, c'est pas vieux tout ça. ロボットっていう機械と、人間との関わりなんですけども、私たちは小さい頃から鉄腕アトムとかね、でそういうのを私たちは見て育ってますから、非常にお友達的な感覚でその機械であるロボットを見てるんですね。私たち日本人あるいはアジア人特有なのかもしれないんですけど、物に心があるっていうふうに意外と思うんですよね。そういう意味ではこういった機械にもですね、心が宿っているというふうに私たちは非常に身近なものとして捉える、そういったところがありますんで、そういうような親しみ感を持てるようなものになるんだと思うんですね。それとよく欧米の方々はそのロボットっていうのはちょっと危害を加えるとかそういうふうなイメージを描く方が多いんですけど、あるいはロボットに対してどんな感想を持たれますかと言いますと、やはりちょっと怖いとかですね、そういう感想が返ってくるんですけど、じゃあどうして逆に私がね、どうしてそういうふうに思われるんですかと聞きましたら、
やっぱり小さい頃からそういうロボットが襲ってくる映画なんかも随分やっぱり見てきてるんですね。でそういう意味ではそういう映画を見てこなかった私たち、むしろ非常に親しみ感があってお友達のような、ロボットという形で見てきた私たちとはですね随分違って、関わりを持つんだと思うんですね。We interrupt this program to give you a bulletin just received from one of our naval units at sea. Ladies and gentlemen, this is Drew Pearson. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Just a minute, ladies and gentlemen, I think something is happening. Depuis King Kong, en passant par Frankenstein, etc., le monstre est quelqu'un de différent. Et progressivement, le monstre classique disparaît. En gros, le robot va le remplacer dans l'état moderne parce qu'il s'est passé quelque chose de formidable avec la guerre. C'est que pour briser les codes allemands, on a inventé la machine de Turing. Donc on a inventé l'ordinateur. Plus l'ordinateur se réduit, plus on se dit, en fin de compte, on peut doter une machine d'un esprit. Des robots gigantesques, exécuteurs des basses œuvres d'une civilisation décadente. James Whale, quand il fait Frankenstein, c'est un metteur en scène homosexuel, donc il utilise Frankenstein pour montrer qu'on peut être différent, mais quelqu'un de bien quand même. Mais que l'apparence est affreuse, mais qu'il faut regarder au-delà de l'apparence. Je vous appelle Golem. En fait, quand le robot est méchant, c'est toujours King Kong. Je m'explique, c'est que l'image de King Kong portant une pauvre femme qui veut violer plus tard, qui est sur 6000 affiches, elle a servi pour les singes, elle a servi pour les robots, elle a servi pour les monstres de l'espace. Et là, l'idée, c'est d'avoir une créature la plus laide possible, qui menace une pure vierge, qui est d'ailleurs très déshabillée généralement. Et le monstre, là, c'est un robot. This is a perfect replica of Gort. An actor by the name of Locke Martin was actually inside the rubber suit that they used. Now the rubber suit had stitching in the front, in the back, and the sides. They had different suits for every shot or angle. If he was walking away from you, it would be stitched in the front and vice versa. This is Gort's big head, and when he would get mad, his head would tilt down, and then his visor would lift up, and then you would have that light, that heat beam, and of course he would destroy you, which was always fun. Gort was a man of very few words, but a man of action nonetheless. He's got no mouth, but he's a great guy. Here we have Maria from Fritz Lang's production of Metropolis back in 1926, but she is very German Art Deco 20s. And you really look at her face and her little hat there, she looks almost exactly like C-3PO. Well, this would be here called his heart box. Actually, this guy looks like he has arrhythmia, but it's supposed to be like a heartbeat, and we know that the robot indeed does have a heart, and he's a good guy. And then you have these programming buttons underneath him. They do various things for the robot. What exactly, I couldn't tell you. I mean, if I hit the alpha button, I don't know, does he sing the alphabet song? Maybe there's an engineer somewhere who actually knows what these mean. I am not programmed for babysitting. I restored this robot. Of course, I restored the original Robbie the robot. A lot of the other robots were destroyed over the years, and there was nothing to restore. Like, you'll show Gort from The Day the Earth Stood Still. He was a foam suit, so there was nothing to restore. He disintegrated. There was Maria from Metropolis. She got bombed during the Blitz, literally. But for years, before the prop thing started, the studios were, forget it. I mean, this was in the junkyard at Fox, literally. There was no interest in it. Same with Robbie. Again, this was in the 70s when props was not I mean, studios were throwing away props. Today it's their treasure. I mean, this, of course, is Robbie the robot from the 1956 film Forbidden Planet. This, again, is the most famous and adored movie robot of all time. You will meet a charming character in The Robot, able to produce on order 10 tons of lead or a slinky evening gown. You know, so he's just a movie star. I mean, almost 50 years, and he's still in stuff. I mean, that's unheard of for a movie prop. And what movie prop, if you think about it, ever gets their own credit? In the beginning of Forbidden Planet, it says, and introducing Robbie the robot. The original was made out of a very early ABS thermoform plastic called Royalite, which they used for suitcases of the day. He was made out of an orange plastic.
And the only orange that you see here is actually behind his eyes here. That was the only part that wasn't painted, the gunmetal gray. Must be the loveliest, softest thing you've ever made for me. And fit in all the right places, with lots and lots of star sapphires. Star sapphires take a week to crystallize properly. Would diamond or emeralds do? He's the first robot that really personified and humanized the robot. Didn't make it just another walking tin can. And it took off in the 50s in terms of toys and knockoffs. I mean, everything had 2 loops and a big dome head and so forth. I mean, everything was Robbie the Robot. Les produits dérivés ont toujours représenté une économie importante. À la sortie de Planète Interdite, des milliers de petits Robbie ont donc envahi les foyers américains. Et ils étaient tous produits au Japon. Bonjour, bienvenue dans notre galerie. On va commencer par la période de Planète Interdite, le Robbie. Il y a quelques robots qui ont été faits avant, même un petit peu avant-guerre, par les Japonais, après-guerre. Mais c'est la période du Robbie où ça a vraiment pris, quoi. Il y en a qui sont à pile, télécommandés, il y en a qui sont à clé. Ça, en vérité, c'est la forme d'un Robbie. Mais on ne l'appelle pas le Robbie pour pas problème de droit. Il y a des variantes de ce robot où il n'y a que le bas qui se ressemble. Et le haut, il y en a avec la tête de robot, il y en a avec la tête de l'astronaute. C'est les mêmes formes, ça veut dire c'est le même moule. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est les accessoires. Alors celui-là, c'est le premier, avec les bras en caoutchouc. Mais ça n'a pas marché très longtemps parce que les bras, ils partaient tout de suite. Alors après, ils ont fait avec les bras en tôle. Dans les années 60, quand ils ont compris le truc, ils font carrément en plastique dur. Mais ça, c'est très recherché, avec les bras en caoutchouc. Parce qu'ils n'ont pas fait une grande quantité. Voilà, ça c'est l'histoire des Robbie. Après, c'est la période des astronautes. C'est la période de la conquête de l'espace, la Lune et tout ça. Alors, pour faire rêver les enfants, ils ont construit, ils ont fabriqué des petits astros. Ils ont aussi fait beaucoup de fusées, des petites voitures comme ça. Quand vous regardez les boîtes, c'est toujours dans le même esprit. Regardez, c'est Space Car. Il y a même des pistolets de l'espace. Quand ils ont commencé à s'intéresser à tout ce qui est fusée aussi, ça a commencé comme ça et ça a fini comme ça. Il y a ça aussi. Des fois, il ne veut pas. Parce que quand on n'a pas fait marcher pendant un bout de temps, les contacts ils s'oxydent, toujours les faire marcher au moins une fois tous les 3 mois, un truc comme ça. Aujourd'hui, de vieux rêves mécaniques deviennent réalité. De l'automate, de la machine de Watt à la machine transfert et à la machine électronique, calculatrice et logicienne, la route est longue, mais le désir reste le même. Décharger l'homme du fardeau de son travail sur des mécaniques. La science et les rêves qui lui sont liés ont donc alimenté l'industrie du jouet. La réciproque est-elle vraie? L'âme d'enfant des scientifiques a-t-elle une incidence sur leur travail? 最初に1951年にアストロボーイが漫画で描かれた時にですね、作者の手塚治虫は、このお話の、時代は2003年だというふうに決めたんですね。ですから実際2003年が来た時にロボットの開発者たちはとても焦ったんです。自分たちがもっと何とかしなきゃいけないと。鉄腕アトムと同じ世界を作んなきゃいけないという気持ちがものすごくこう芽生えてきて、それで余計にそのロボット開発に力が入っていったんだと思います。一番最初に言われた、仕事がですね、鉄腕アトムを作れというふうに言われましてですね、1年間に1台ぐらい、ロボットをこう作って、きましたけど。こんにちは、足もです。やはりロボットも、身近なところでやっぱり動いて役に立ってくれるようなもの、私たちと同じような、形をしているような、機械の方が非常にこうぴったりとその環境にマッチする。でそういうことから人間型ロボットをやろうということで進めてきたんですね。顔はですね、かなりデザインの中で一番時間をかけて、みんなで検討したデザインなんですけど、
あんまり目とか口がはっきりこう、見えるよりもむしろなんかこうぼんやりとしてて見えないの方が非常にそのロボットと相対した時に非常にね、イメージがね湧きやすいんですね。一番最初のロボットっていうのはですね、つまり2本足だけで、動くロボットが一番最初。2本足で歩くというその部分の機能はまだまだ実用的なものというのはできていなかったんですね。でしたがってその下半身のその2本足で動く部分をまず最初にやろうということで、そのロボットを最初に作ったんです。反応しないですね。すいません、もう一回。こんにちは。はい、こんにちは。明日の天気を教えて。明日の天気予報をお伝えします。明日の天気は晴れ時々曇るでしょう。あ、本当。私もモノマネできるんだってね。じゃあ手を挙げますね。右手を上げます。反応がいい。足も握手して握手して握手して聞こえてないみたいだね。握手してはい、握手をしましょう。ああ来たね。はいはい、ありがとう。元気？調子はいいですよ。そうなんだ。じゃあさようなら。ちょっと調子悪いかもしれない。ちょっと調整しようかな。おっしゃいましたか。目だけ。人間並みにですね移動できるようになるのにはやはり20年以上かかってしまうんじゃないかと思いますけどね。バイバイ。Si Asimo n'est pas encore tout à fait opérationnel et encore moins commercialisé, quelle place le robot peut-il trouver aujourd'hui dans notre quotidien ? Aujourd'hui, le robot commercialisé est essentiellement ludique, avec un fort aspect pédagogique. Comme on voit, là on va s'amuser, mais on va apprendre tout ce qui est mécanique, électronique, informatique. Et on a quelques robots utiles. Donc c'est le RC3000 qui se promène dans le magasin, qui va être capable de nettoyer. C'est le Tomower d'Electrolux, le robot tondeuse. Ce qu'il va y avoir dans les prochaines années, c'est déjà, la démocratisation du robot. On considère que le marché du robot va être supérieur au marché de l'informatique à terme. Donc ça va vraiment exploser avec des robots qui vont faire des petites tâches comme ça, relativement simples, qui vont baisser en prix et qui vont exploser en volume. Et de l'autre côté, on va avoir ce qu'on va appeler les compagnons robotiques comme l'Aibo, qui vont être de plus en plus présents dans les foyers. Et troisième point, c'est le côté robotique, mais directement dans l'objet. C'est-à-dire ce qu'on voit déjà actuellement, les voitures qui ont des aspects robotiques à l'intérieur de la voiture. Donc ça ne va pas être un robot spécifiquement, mais plutôt adapté, intégré dans un objet. Donc ce robot, c'est l'Year One. On va utiliser un ordinateur portable pour le commander. C'est-à-dire toute, entre guillemets, l'intelligence du robot est dans l'ordinateur portable. Et donc qui permet d'avoir un robot de 80 cm pour pas trop cher. Et d'autre part, d'avoir vraiment la puissance d'un ordinateur dans un robot. On peut lui monter une pince, on peut lui rajouter des capteurs supplémentaires. Et on peut le faire réagir à un objet. Par exemple, quand il reconnaît un objet, quand il reconnaît une personne, on peut le faire réagir, danser, lancer une vidéo, suivre la personne, s'éloigner de la personne, etc. 21世紀後半、人類の英知はその土壇場で最大の悲劇を回避し、
かろうじて平和を取り戻した。そして今、宇宙や兵器に使われた科学テクノロジーは地球の再資源開発に向けられ、新たな繁栄の時を迎えた。Alors ça, c'est la série des jouets, des robots qui ont été les plus chers à l'époque. Ils étaient fabriqués par la marque Matsudaya. Pour l'époque, pour acheter un gamin, un robot comme ça, il faut économiser 2000 balles, 2000 francs français ou quelque chose comme ça. Et il y a une variante qui s'appelle Machine Man et qui est rouge et que ça a été adjugé par Sotheby's dans l'équivalent de 500 000 francs français. Comme vous remarquez, quand j'appuie sur le bouton, ça change de direction. Ah. Voilà, quand j'appuie, en fait, c'est les roues qui bougent à droite et à gauche. C'est parti. Oh. Une autre approche de l'économie du robot consiste à miser sur la nostalgie. C'est la démarche de Monsieur Kumagai, personnage incontournable dans l'industrie du jouet robot, directeur de plusieurs musées de jouets anciens. Frustré de ne pouvoir retrouver les jouets de son enfance, il a décidé de produire des répliques de jouets des années 60. 昔のオリジナルと全く変わらないものをね、同じ作り方で作ればみんなが受け入れてくれるっていう考え方でものづくりを始めた。Durant les années 60, c'est dans un quartier populaire de Tokyo que se regroupaient toutes les petites usines de jouets. Aujourd'hui, il n'existe plus qu'une seule fabrique de jouets traditionnels. C'est là que M. Kumagai passe ses commandes.予想した通りにできてます。箱はまだですか？箱はまだ。いつぐらいなんですか？ちょっと聞いてないから、ちょっとわかんないですね。できれば10日ぐらいに出荷したいんですけど。ちょっと聞いてないですね。どうしても遅れるんですよ。いつものことで。いつものことで。いつも。どうしても予定立てるんですけど、どうしても遅れるんですよね。やっぱり少ない数でやってるから。Encore un autre système inventé par les Japonais. C'est ce système derrière que vous voyez avec les roues. Le jouet, il touche un obstacle, il ne s'arrête pas, il change de direction, il va dans un autre obstacle. Regardez, je vais mettre ma main, voilà. Je vais mettre ma main, voilà. Regardez, c'est magique. Toujours dans la veine de la nostalgie, une économie du jouet d'occasion peut s'avérer très fructueuse. Bonjour, bienvenue à Mandalake, le royaume du manga et de tout ce qui touche au monde de l'animation japonaise. Nous sommes ici en face du premier magasin de Mandalake qui a commencé il y a environ une quinzaine d'années ici à vendre des mangas d'occasion sur un petit 5 mètres carrés. Et maintenant nous retrouvons face à ce gigantesque magasin où on peut retrouver absolument tous les genres de mangas existants.
C'est assez immense et il faut avoir un petit peu l'habitude pour s'y retrouver. Il y a environ une vingtaine de boutiques et chaque boutique représente un genre particulier. Là, on va le voir dans la boutique de jouets. La boutique des jouets, il y a environ une dizaine d'années. Pour nos amis fans des robots, les robots les plus récents. On peut voir ici le très célèbre Goldorak. Donc là, nous nous retrouvons vraiment au centre névralgique de Mandalaké. C'est là où tout débute. C'est-à-dire que Mandalaké est basé sur l'achat de produits d'occasion à des particuliers pour ensuite les remettre en vitrine et les proposer à tous nos clients. Et là, on peut voir justement mon grand patron en train de discuter avec des clients particuliers pour le rachat des prochains produits qui seront en vente dans les magasins très bientôt. On y va ? C'est le magasin des vieux jouets, c'est-à-dire des jouets d'après-guerre et jusqu'aux années à peu près 80. Hop, ici. Oh, toujours dans les robots, restons dans les robots. On peut voir ici les fameux Transformers. Et nous poursuivons notre petite visite au cœur de Mandalaké avec notre prochain invité. J'ai nommé le grand patron de Mandalaké, monsieur Furukawa Masuzo. Allons-y. Bonjour, いらっしゃいませ。東京の方に出てきて漫画家を志したんですね。漫画家になろうと思って。で、15年間ぐらいずっと漫画描いてたんですよ。で、全然売れなくてそれが、漫画がやっぱ好きだったんで、漫画の専門店、古本専門店を始めたんですね。そしたらそれが当たって、描くことよりもそっちの方が忙しくなっちゃった。で今のマンダラケがある。だから最初は漫画だけ扱ってたんですけども、漫画おもちゃでしょ、こういうスタッフは400人ぐらいですか。これがですね当時ね100円とかこれ150円したんですかね、確か150円したんですけども、僕らのお小遣いが1日5円だったんですね。で150円っつったら3号の15だから1ヶ月間ずっとその何にも買わないで我慢しなきゃいけないですね。とてもそんなことを子供にはできませんでしたから、やっぱりこれは夢の夢。当時150円のものが買えなかったんですけども、今僕らは30万なんとかボーナスやりくりしてですね買おうと思えば買えますから、今なら買えるから、だからこういうものが売れるんですね。やっぱしみんながその古いものを探し求めるっていうのは感動が欲しいんですよ。そういうものを求めて皆さん高いお金出されるし、一生懸命時間を費やしてあちこち探しに回られるんだと思うんですね。で僕らもそういうところに価値を求めてですね、認めて、会社のお金を使って買うわけですよね。すげえ。パパ、これ何？新しいトラクターロボ？それにしちゃでかすぎるよね。Attardons-nous dans cet esprit de nostalgie et retrouvons comme promis Monsieur Kitahara qui nous entraîne dans ses entrepôts et nous explique pourquoi et comment il est devenu collectionneur. 僕はねヨーロッパに行ったんですよ。オーストリアのインスブルクっていうところに僕がホームステイして、うちが物をすっごく大事にしたり古いものを自慢したりだとかで、だから好きなものに囲まれて生活したいと。それがだからコレクションのきっかけ。だから博物館をしようとして物を集めたわけじゃなくて、たまたま結果として今博物館がいくつもある。今は6軒プラスアメリカのディズニーワールドで、その他にうちの今倉庫はもう10軒分ぐらいのコレクションがすでにもうあるんですよ。だからもうとんでもない量だよ。大丈夫ですよ。Partons avec Monsieur Kitahara dans les méandres de ses entrepôts, où une quête parmi les cartons nous permettra peut-être d'exhumer les robots de sa collection. これ全部コレクション、すべて。ペタルカ、それで古いやつは1890年代ぐらい、ブガッティもあるよ。これコレクション全部すべてオールコレクション。ゴジラ。これは全部ねミニカー、これ全部ロールスロイス。信じられないでしょ。だから自分でも信じられない。ちょっと思う。いやちょっとじゃなくてすごく思う。こ
これ全部フランスのポスターすべて7000枚あロボットいっぱいありますよロボットもそうだけどロボット3頭ロボットこういうロボットをねイメージにした漫画の本っていっぱいあったのロボット3頭絵だとこういうだからロボットをイメージにしたようなロボットと侍と一緒になってるやつだとかロボットのおもちゃ今ねちょっとロボットをねイベントで出しちゃってるね、あの量を一人で集めたなっていうそれはもう本当不思議これ全部コレクションだよもう神様がそういう能力を僕に与えてくれたのかわかんないびっくりするの見せようか、はい、どうぞ何びっくりするんだろう何びっくりする例えば今ねこう世界特にアメリカのコレクターたちがすごい探しているようなこれは有名なポストだよこのロボットがこのロビーという名前のロボットなんです行きましょう、はい、Finalement, le robot ne serait pas un objet technologique, mais un objet affectif. Comment mettons l'affection en équation scientifique? Les robots de ce genre n'ont plus rien à voir avec ce qu'étaient les robots, disons, joués il y a 30 ans. Ici, nous avons des objets qui intègrent d'une part les progrès qu'a fait la robotique dans ce domaine-là, et puis aussi les progrès qu'a fait l'intelligence artificielle. On va un petit peu donc regarder les capacités d'attention en fait par rapport à différents types d'objets. Alors c'est pas forcément immédiat en fait. Le robot peut porter son attention sur certaines choses et pas sur d'autres. On va regarder ça. On va voir s'il l'approche. Visiblement, il a mordu la fleur. Finalement, quand on regarde un peu l'histoire de la robotique, il y a un phénomène intéressant, c'est que les créateurs des différents robots s'attaquent à des aspects assez spécifiques de l'homme à chaque coup. C'est-à-dire qu'on va faire des robots pour le remplacer éventuellement dans des tâches répétitives, parce que le robot doit être au moins aussi habile, si ce n'est plus habile que l'homme. Après, on va avoir une situation dans laquelle on va se dire, mais finalement, la différence clairement entre l'homme et un robot, ce serait de l'intelligence. L'homme serait intelligent et pas le robot. Et on va, à partir de là, avoir toute une série d'ordinateurs ou de programmes informatiques dont le but va être de copier ou de reproduire l'intelligence humaine. Pendant un certain temps, ça va être une des grandes quêtes en fait, de ce genre de recherche. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive en fait que certains aspects de l'intelligence, par exemple, ne sont pas si intéressants. Jouer aux échecs, que finalement on arrive à le faire avec une machine, ce qui nous amène à nous dire que finalement l'intelligence c'est peut-être autre chose, c'est peut-être par exemple avoir une conversation avec quelqu'un, c'est peut-être des aspects un peu différents, peut-être il y a une intelligence émotionnelle, donc petit à petit à nouveau un glissement et tout d'un coup on va avoir à nouveau des machines qui vont alors peut-être donner l'impression d'avoir des émotions. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire en fait qu'un robot de ce genre soit capable de s'attacher à son maître? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont une histoire commune? Le fait d'être capable de doter les robots d'une histoire propre, c'est aujourd'hui un des grands enjeux de la recherche dans ce domaine. おバカさんなのちょっと前の子はね後ろ足でこうやってできるとこまで行ってたのまだねもうないやそれはチップが壊れで元に戻して上手得意げよほらもともと私生きてるのあんまり好きじゃないだって臭いでしょそれから毛が散るでしょ
で食べさせなかったら死んじゃうでしょ。 Le but de notre recherche, c'est que si deux personnes achètent un robot de loisir et que ces personnes élèvent ce robot dans un contexte différent, eh bien, quand elles se retrouveront un an plus tard, les robots seront très différents dans leur comportement. Let the celebration begin. 17 années de recherche scientifique permettraient donc à un chien de pousser une balle ou à un robot de danser. Quelle est la véritable motivation des chercheurs? Il y a beaucoup de gens qui discutent des potentielles fonctionnalités de ces robots dans le futur, à quoi ça servira d'avoir un robot domestique. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de considérer sérieusement la possibilité d'avoir des robots qui n'ont pas de fonctionnalité, d'une certaine manière. It is obvious that you have problems. Would you like to discuss them with me? Et le robot dans tout cela? Qu'en pense-t-il? Cela fait presque un siècle que l'homme se penche sur son cas. Mais a-t-il le droit, lui, à la parole? Si tel était le cas, qu'aurait-il à nous dire? Le robot qui rit. Il devrait rire, hein? J'espère. Regardez, il rit. Après, il s'en va. Après, là, il va rigoler encore. En plus, avec les... Si notre questionnement sur le robot ne réussit qu'à faire rire ce dernier, n'est-ce pas parce que l'androïde a été conçu uniquement pour nous permettre de vivre nos rêves d'enfant, comme une main tendue vers l'avenir? Comme une balle lancée vers le futur? Alors, par exemple, ici, il a shooté en utilisant sa tête. Comme une quête sans fin dans les cartons de notre enfance. De, これにロボットあったよな。北寄せる波のきららまぶしい純よ君は素敵に生きて強く強く強くひたすらに